Hey, mystère. Des histoires de maisons hantées dans lesquelles, avec ou sans apparition, se déroulent des phénomènes étranges, de ces habitations invivables qui secrètent le malaise, voire la maladie, on en connaît beaucoup. Mais Les EHPAD. ce qui est très intéressant dans le film que vous allez voir maintenant, et qui d'ailleurs n'a pas été tourné dans le véritable château où ces phénomènes ont eu lieu pour des raisons de confidentialité, ce qui est intéressant, ce sont les facultés psychiques mises en œuvre par ceux qui apparemment sont capables de faire revivre le passé de ces vieilles demeures. Regardez. Quelque part en Europe, blotti au creux d'une vallée, se dresse un étrange château. Enveloppé d'une atmosphère lourde et pénétrante, il laisse à tous ceux qui l'approchent une impression de malaise. Au village, on le dit maléfique et hanté. Oui, oh, Balou. On dit aussi que personne ne peut y rester. Là, c'est Parrain le château. Mais ils ont pas dit le blaze encore du truc. D'ailleurs, les propriétaires s'y succèdent, s'en séparant toujours à la suite d'expériences dramatiques. La nouvelle administratrice, Monique Deval, a tenté de percer le mystère de ces lieux. Ça fait peur. Une chouette à la fenêtre. Oh, c'est méchant. Alors, sans trop y croire, elle fait Oh, le mystère de la facture de Dev qui gonfle à vue d'œil. On comprend pas, il y a des moisissures, il y a des champignons, c'est des fantômes. appel à un groupe de recherche qui va tenter de pénétrer la mémoire des lieux. D'emblée, si vous voulez, on a été saisi par l'atmosphère particulière du lieu. Putain, c'est Chantal C'était Lobby. présent. Oh, merde. Quand on est arrivé, le sentiment d'une énergie. Anouchka Caranta, agricultrice. Ok, on a besoin de savoir s'il y a des fantômes dans ce château. Appelez-moi une agricultrice tout de suite. Dès leur arrivée au château, tous les membres du groupe ressentent une atmosphère pesante et inhabituelle. Guy Debrun n'échappe pas à cette règle. Cette impression est inquiétante et persistante. Inspecteur Guy Debrun. Ce qui est impressionnant dans le château, c'est que Oui, je suis fan de Derek. Guy Debrun. Guy Debrun. C'est un belge ou pas? Guy Debrun. Debrun, je sais pas. Propriétaire d'une galerie d'art. on l'approche, il y a comme un bouclier autour. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a une force qui rayonne et qui n'attire pas nécessairement. Ah ouais, il a trop joué. Putain, mais ça, c'est des RPG. Bah oui, du coup, il faut trouver un cristal. Il apparaissait tout de suite qu'il y avait des énergies puissantes qui étaient en œuvre dans ce château. Pour André Dapré, qui dirige le groupe, cela n'a rien d'anormal. Toutes les vieilles bâtisses ont leur Putain, il y a John Hammond et tout qui vient. Ils ont ramené tout le monde, quoi. Tous les Avengers de Breen. Une galerie d'art à Fried. Vous savez pourquoi j'ai eu ce commentaire? Gabriel Knight 9. Ouais, c'est un peu ça. Mais je fais un FMV avec tous ces gens, moi. secrets. Michel l'ostréiculteur. Ben oui. Non, c'est lequel dans les petits mouchoirs qui va faire la morale à tout le monde? Et vous êtes là à chercher des fantômes. Pendant ce temps, il y a Jean Dujardin qui est en train de mourir à l'hôpital. Madame enculé, va. Leur fantôme, leur histoire. Pourtant, il est bien loin d'imaginer à cet instant ce qu'ils vont découvrir dans le passé du château. RPG d'Eric. Alors qu'ils sont tous réunis dans la même pièce, ils entendent soudain des bruits de pas lourds au rez-de-chaussée. Quelqu'un se serait-il introduit dans le château? Monique s'est aussitôt précipitée et se trouve face à une vieille femme en haillons. Allez, madame, faut partir, hein. Vous êtes dans un château, hein, les prolos, ça va bien. Déjà on tolère une agricultrice. On va pas tolérer non plus tous les... Tout à fait incohérent en me disant qu'on n'avait pas le droit d'être là. Enfin, les autres personnes ont un petit peu été Madame de Val, mais vous n'avez pas le droit d'être ici dans votre château, un mais petit peu enfin... effrayées, se demandaient ce qui se passait et un petit peu à la fois. Il y a des clochards dans le salon. Une espèce d'ambiance de peur qui s'est installée. J'avais une idée, un cirque de puces. Ah merde, des dinosaures, ça vous dirait ou pas? On mettrait des dinosaures dans le château. Qui était cette femme? D'où venait-elle? Pourquoi semblait-elle leur en vouloir d'être ici? Autant de questions qui restent pour l'instant sans réponse, mais cette apparition reste gravée dans leur mémoire, leur laissant un vague sentiment d'oppression et d'angoisse. C'est pas cool pour la vieille. Oh mon dieu, une vieille. Moi, ça m'oppresse et ça m'angoisse. Ah, moi, les pauvres. Oh, les gueux. D'ailleurs, en montant à leur chambre, Martine Menotto et Anouchka Caranta vont à leur tour être perturbés par des ombres étranges. Ça a été quelque chose de curieux, où il y avait des manifestations d'ombre, de personnes qui passaient dans les couloirs sans que nous sachions très bien s'il y avait réellement quelqu'un ou si c'était le fantôme du lieu qui était en balade. Dites donc, pardon, monsieur le commissaire. Ils sont, non? Je comprends pas. On va rester là-bas? Pardon, on y va.
Dès le lendemain matin, André Dapray et son équipe vont tenter de remonter dans le passé du château. Pour amener les membres du groupe à un état de conscience modifié qui doit leur permettre de capter des perceptions extrasensorielles, ils ont ramené du narguilé. André Dapray applique les règles d'une pratique nommée sophrologie. Le calme et l'obscurité sont absolument nécessaires pour déclencher cet état qui ne peut survenir que si chacun est parfaitement décontracté. Monique Deval doute fort. J'ai décontracté sans compter. Ils arrivent à un moment où... André Dapray. Moi, je suis très fan de Sophie d'avant. J'adore ce café, j'adore Fort Boyard, j'adore la météo, j'adore la sophrologie. Même si c'est dur à dire. Ils ne sentent absolument plus leur corps. Il n'y a plus que leur esprit qui fonctionne et qui, à ce moment-là, devient hypersensible, hypervigilant. Attendez, c'est ça la sophrologie? C'est on désactive ton corps? Non, ça c'est l'anesthésie. L'anesthésie, on est d'accord? En sophrologie, et dans cet état alpha, tout ce qui... D'après André. Alors, d'après André, d'après le rapport de Monsieur Dapray, quoi? Vous n'avez pas compris? Ce qui est imaginaire devient réalité. Très vite. Mais c'est lui qui fait les 100 pas, mais c'est lui le fantôme depuis le début. Scooby-Doo, j'ai trouvé le coupable. Les visages d'enfants vont s'imposer à eux. Et les images que nous voyons, c'était des images d'enfants. Et en parlant, vous nous avez... Oh, c'est écœurant, moi en tant qu'enseignante, je les supporte pas. Enfin, toute l'année, je dois me les farcir. Mais alors là, si pendant les vacances au château, je vais me taper des gosses... Attends, il y avait des têtes intéressantes. Dehors! Cassez-vous, les bourgeois! Les bourgeois! Oh! Dites non à la drogue. Don't do meth. Kids, don't do drugs. Sous l'impulsion d'André Dapray, les images se précisent et deviennent plus denses. Et soudain, dans l'esprit de tous, surgit une image nouvelle et merveilleuse semblant venir du fond des temps. Oh, il va y avoir des costumes. Il va y avoir du Brocéliande, c'est bon ça. Oh, c'est quoi? C'est qui? Camelot! Mais c'était Camelot depuis le début! L'âme du chevalier serait-elle restée dans le château pour le protéger? Serait-ce lui le détenteur du secret que tous ici cherchent à percer? À un moment, l'une des participantes me parle au nom de... Pourquoi ils ont pas mis des matelas? Pourquoi ils sont à même le sol comme des clandos? Bref. C'était Conan la BO, je l'ai pas reconnu. C'est le Templier Wish, ouais, c'est le tablier, ouais, plutôt. Le chevalier blanc sur son cheval blanc qui représentait donc toute une espèce de... Vous aimez bien ça, vous les bourgeois, les blancs, chevalier blanc sur son cheval blanc, oh, on aime bien. C'était spirituel, si vous voulez. Oui, c'est bon ça. Et puis, à un moment, elle me décrit le personnage que j'étais. J'étais le page ou le protégé de ce chevalier blanc, etc. Et que nous sommes partis en croisade. Ah, ils aiment bien ça. Ah, ça, c'est bien à droite. Hein. Ça, ils ont pas imaginé Jacouille qui fait des pelletés de purin. Hein. Nous sommes arrivés en Palestine, à Saint-Jean d'Acre, et j'ai été tuée par une lance. J'étais à peine arrivée en Palestine. À partir Monde de merde. Monde de merde. De là, j'ai commencé à voir les choses d'une autre manière. Parce que, il y avait de nombreuses années d'ailleurs, je me suis trouvée à Saint-Jean d'Acre, sur le mur de cette forteresse, à rester là, pétrifiée à cet endroit-là. T'inquiète pas, on va reprendre Jérusalem, il n'y a pas de souci, ne te fais pas de souci, ça viendra, patience. Qui est extrêmement troublée par ces révélations qu'il implique personnellement dans l'histoire du château. Est-ce pour cette raison qu'elle s'y sent étrangement bien? Et là, il m'a dit, vous avez créé des raptors? J'ai dit oui, vous croyez quoi? Je fais pas les choses à moitié. Y serait-elle venue dans une autre vie? André Dapray lui conseille de se joindre au groupe de recherche dès la séance suivante. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ont pris de la DMT en fait. Non, ça. Ça, c'est pas la pyjama partie chez Robert, quoi. Là, allez, on va prendre tous de l'ayahuasca. Et après, on va aller reprendre Jérusalem. Ça vous dit ou pas? J'ai défoncé sans compter. Peut-être doit-elle elle-même trouver le secret du château. Malgré ses réticences, elle se laisse convaincre et se joint au groupe.
Allez! Étrangement, Monique ne rencontre aucune difficulté pour arriver à cet état de conscience modifié qui permet, selon André Allez, Daprès, Monique, vas-y. Tout le monde se met dans un état second. Et moi, je vais rester là, faire les 100 pas autour de vous. d'accéder à des mondes parallèles. Et tout de suite, elle voit le chevalier. Il s'impose à tous à nouveau. Pourquoi revient-il? Que veut-il leur dire? Il semble s'enfoncer dans les entrailles du château. Le secret est-il enfoui si profondément? Il les entraîne vers des cours d'eau souterrains. Il semble que l'eau soit un élément fondamental du secret. Pourtant, la région est plutôt sèche, et de mémoire d'homme, il n'y a pas de rivière sous le château. Ah, c'est Indiana Jones, Cette ça. autre mémoire, celle des pierres, serait-elle en train de leur révéler une vérité oubliée? Et qu'est-ce que s'appelle Rio? Lors des séances qui vont suivre, le chevalier, leur guide, leur impose des images d'eau de plus en plus précises. Et je me souviens très bien d'une chose qui m'a particulièrement étonnée. On sentait des courants d'eau circuler sous le château. Je voyais au fond du parc, je voyais une source d'eau chaude. Et curieusement, quand on m'a demandé est-ce que je voyais à quelle profondeur, je voyais 75 mètres. Je n'ai aucune notion qui me permette d'expliquer ça. L'épice. Trouver qu'elle était à complètement. 75 mètres, savoir quelle était la composition de l'eau, c'est une chose que je ne sais pas faire. Les membres du groupe captent Mais en fait, c'est juste les égouts s'il faut, en fait. Ils sont en train de fantasmer dans la piste, ouais, non. Où ils ont envie de pisser, ouais, effectivement, je pense que c'est ça. vraiment les souvenirs du château? Ou s'agit-il de suggestions émises par André Daprès, qui déclencheraient dans leur esprit certaines visions? On arrive très rapidement à des phénomènes dits interprétatifs. C'est-à-dire qu'en fait, Docteur Alain Pérev-Jeunet, on psychiatre. interprète des projections inconscientes très, très fortes, très puissantes, comme étant quelque chose issu de la réalité. C'est-à-dire faire coller nos propres désirs ou nos propres images d'imaginaire, d'inconscient, avec la réalité, et dire la réalité, eh bien, c'est comme ça. Ça, c'est extrêmement dangereux parce que ce sont des phénomènes projectifs, des phénomènes interprétatifs. Ça n'est pas la vérité. Après cette expérience, Monique passera des heures à lire et à relire ses notes. Elle veut vérifier ses informations. Pour en avoir le cœur net, elle fait appel à un sourcier qui va immédiatement lui confirmer que 5 sources différentes circulent sous le château. Tu es un sourcier, Harry. Il est beau, lui, hein. Stupéfaite, Monique décide d'appeler une entreprise pour effectuer des travaux de forage. Ainsi, elle pourra savoir. Putain, c'est Gérard Lenormand, quoi, le sourcier. Ah, le pauvre, il doit galérer à trouver des galas, quoi, pour chanter. Oui, certes. Nous avons foré et nous avons trouvé précisément à la profondeur prévue. La source. Nous avons trouvé l'eau, nous l'avons fait analyser. Il y avait des matières fécales dedans, mais je trouvais que c'était Des égouts. On a quand même, on l'a bu. Et nous avons trouvé dedans les sels minéraux et les éléments que nous avions reçus en information sophrologique. Waouh, vous avez fait des visions qui vous ont dit, attention, dans l'eau, il y a des sels minéraux. L'eau que vous allez trouver contient des oligo-éléments, la molécule H2O et des sels minéraux. Prends garde à vous. Ils avaient raison. En plus d'avoir déterminé l'emplacement des cours d'eau souterrains, le sourcier indique à Monique que le château est sans aucun doute bâti sur de puissantes forces telluriques. Monique tient... Tellurique. Pour cela, elle fait appel à un géobiologue, Jean-Pierre Ingrand, qui se rend sur place pour étudier le terrain. Jean-Pierre Ingrand va confirmer... C'est pour ça que j'appelle un grand. Et d'après. Mais comment d'après un grand? Est-ce que... Monique est sûre de détenir les secrets du château, car elle pense en avoir la preuve. Elle a fait appel à des spécialistes et ils ont transformé des visions floues et incertaines en certitudes scientifiques. D'où viennent les images et les informations qui se sont imposées à Monique et au groupe de recherche? Aurait-il, à l'aide de la sophrologie, capté la mémoire des livres? Mon travail est fait. Je peux désormais repartir à Jérusalem et mourir. Jalousement gardé pendant des siècles par le Chevalier Blanc. Ou s'agit-il d'un délire collectif dirigé par André Daprès qui aurait abouti par hasard à des réalités concrètes? André! Voilà donc le programme. Sacré André Daprès. Riche-nous, exactement. Ah ouais, du coup, mais est-ce qu'ils ont sorti une flotte? Parce que, ok, ils ont trouvé... Est-ce qu'on peut la boire et tout? Parce qu'apparemment, c'est de l'eau minérale.
très bien, mais... Délire collectif, ça me semble ok. Ouais, c'est pas mal, ouais, la réponse 2, ouais, tout à fait. Marielle, c'est à vous. C'est pas mal. Ah, je croyais qu'elle allait sortir derrière le trou. Salut! Bonsoir. Regardez cette photo. Vous voyez des rats, plusieurs rats. Ben merci. Merci Marielle. Il y en a qui mangent. Merde. Voilà, ça fait un repas de réveillon très sympa. Tous rattachés par leur queue. Ça s'appelle un roi des rats. Alors... Ah oui, c'est un vrai truc. Je suis le roi des rats, satané tortue. Et bien maintenant, les scientifiques se penchent sur ce phénomène pour tenter de l'expliquer. On a découvert des rois des rats un peu partout dans le monde, en Allemagne, en France, en Indonésie, toujours morts. Le phénomène comporte 3 rats, c'est le minimum, jusqu'à 32 rats, toujours attachés par leur queue. Ah, ça fait un gros trousseau. Le gros trousseau de rats. Attends, où est-ce que je l'ai mis? Attends, c'est lequel? Non, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Ah, ça fait un joli collier, une jolie une guirlande hein, pour Noël, pour la fête des rats. Je m'appelle Racia et je me sens offensé. Les vertèbres sont parfois cassées puis ressoudées. Par conséquent, première conclusion, ça ne peut pas être... Voilà, bonsoir. Donc là, c'est une radio de queue de rat en berlificoté. Alors la thèse la plus vraisemblable, ce serait un accident qui interviendrait entre la 3e et la 4e semaine de vie des bébés rats, au moment où leur queue est assez longue mais pas totalement terminée, pour qu'un nœud se forme. Vous voyez, le roi des rats, c'est un mystère de la nature que la science ne parvient toujours pas à expliquer. Ça veut dire un accident, ça veut dire qu'il y a 32 rats qui sont... Ah putain. Ah, en fait, ouais, ça c'est Uplectel qui a glitché en fait. Je vous propose maintenant un document qui nous vient de Russie, un ovni filmé dans le ciel. Ce document a été... Elle a rattrapé la caméra, j'aime bien. Ah, mais non, c'est là, pardon. Oups. Ce document a été diffusé à la télévision russe il y a quelques mois dans une émission scientifique qui a énormément de succès, mais nous n'avons pas pu vérifier le phénomène et vous allez comprendre pourquoi. Là, tu vois, c'est 32 rats attachés comme ça. Sans transition, voilà, des ovnis. Elle est en forme, hein, Marielle, c'est même pas 2 minutes. Hein. En 2 minutes, déjà, elle vient de te... Bra, bra, bra. Ouais, les scientifiques, ouais. Bonjour, scientifiques russes, voici ovni. Bonsoir. Russe a fourni ce document. L'armée russe a autorisé qu'on interviewe les gardes frontaliers. Ils se sont rattachés, bien joué. Mais en échange de quoi, les journalistes s'engageaient à ne pas révéler l'endroit exact du phénomène. Regardez. Le poste frontière a signalé le phénomène, on nous a ordonné de le surveiller. Voici les images que les gardes frontaliers ont filmées cette nuit-là et dont l'armée russe a autorisé la diffusion à la télévision il y a quelques mois. Ah, ça peut être le fond de la cuvette des chiottes, moi je ferai pas la différence. Votre première réaction, commandant? Je leur ai dit le plus... Je me suis bien marré. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? T'es sûr? T'es sûr que si on met cette boulette de viande dans les chiottes et qu'on filme dans le noir, ça fera passer pour un ovni? Il m'a dit ouais, je te parie 10 roubles. Le plus important, c'est que les extraterrestres ne nous piquent pas la caméra. Et vous alors? C'est ça ta préoccupation? Vous ne l'avez vu que dans la journée. C'était un objet très brillant. De ma vie, je n'ai jamais rien vu de semblable. C'est François... La caméra, bien sûr. C'est François Junot, non? On l'a retrouvé, il est en Russie, en fait. J'ai vu une étoile lumineuse. Moi, j'adore ma casquette. Je sais que tout le monde dit elle est trop grande pour moi, mais moi, je la trouve super. Ce qui monte autour. Hein. Et après? Et après, à midi, elle a disparu. Vous voyez un truc? Ah, si. Non, mais non. Souvenez-vous de... Il y a absolument rien. Ouais, c'est la casquette. Oh non, elle s'est envolée, putain. Attends, mais attends, il y avait que des nuages. Il y a juste la musique qui te dit attention, ça fait peur. Mais ça, en Bretagne, c'est une journée magnifique. Souvenez-vous de l'étrange affaire de Glozelle, dont nous vous avions déjà parlé dans Mystère. Glozelle, près de Vichy, dans l'Allier, où en 1924, un paysan avait découvert un site archéologique à l'origine d'une violente polémique sur la naissance de l'écriture, car sur les objets, on avait découvert des signes particuliers, des signes étranges, pouvant remonter bien avant l'époque des premières écritures. Eh bien, en août dernier, on a découvert autre chose à Glozelle, un alignement de pierres hautes, des menhirs, un alignement sur une centaine de mètres. Salut,
C'est moi qui ai trouvé l'alignement. Je me promenais, je me suis fait, ben dis donc, ils ont l'air bien alignés ces rochers-là. Dans l'axe du site archéologique découvert en 1924, la plus haute pierre mesure à peu près la taille d'un homme. Mais c'est nul à chier, c'est pas ça, si? Ça? Ouais, c'est le glaude, ouais. Oh putain, ouais, j'ai vu ça, j'ai fait guili. À peu près la taille d'un homme. Il semble donc que Glozelle a bien été habité par l'homme il y a des milliers d'années. On connaît tous les bienfaits du miel pour la santé. Transition. Alors, les cailloux alignés, le miel. De la gelée royale et le venin d'abeille. Peut-il être également bon pour notre santé? Dans le Vaucluse, près de Cavaillon, un homme est convaincu de leur vertu thérapeutique. Regardez. Les piqûres d'abeilles pourraient-elles nous guérir de certaines affections? À Cavaillon, dans le Vaucluse, de nombreuses personnes se font soigner ainsi par Henri Cibrario. J'ai commencé à faire de la piqûre à... Oui. Ouais, Henri Cibrario, ouais, j'ai fait l'agriculture... Il y a plus d'une trentaine d'années. Puis ça, comme j'étais abonné à cette... C'est quoi le t-shirt? Est-ce qu'il a un t-shirt un peu fantasy, du genre un pastaga ça va, deux pastaga, bonjour les dégâts? Je crois que je suis sûr que c'est ça, c'est dommage on voit rien. J'ai revu Apicole, il y a eu des articles... Attends, Apicole, d'accord, j'ai eu peur. Attends, non, il dit bien ça. J'étais abonné à cette revue Apicole. Ben oui, j'ai entendu Apicole, ouais, c'est pour ça que je me suis dit, ah. Au moins quelqu'un d'honnête dans tout ce merdier, non ça va. Il y a eu des articles des gens qui se soignaient, qui soignaient d'autres personnes aussi, qui m'ont terriblement inspiré. Après, c'est peut-être Ricard Magazine, hein, il dit une revue Apicole. Ben oui, voilà la fameuse revue Apicole. C'est peut-être Pernod Magazine. Ben oui, ben je vous ai dit que c'est une revue apicole. De quoi? Vous attendez à quoi? Henri Cibrario attire les abeilles dans un bac humide, puis il en prend une et la pose sur la zone douloureuse. Ah, de sa femme, hein, pas de lui, hein, parce qu'il faut pas déconner non plus. Les premières piqûres font mal, mais il paraît qu'à la longue, on s'habitue. Eh chérie, tu t'habitues, hein? Mais oui, mais ça fait pas mal, arrête de te plaindre. J'ai une douleur au genou et ça passe pas et ça fait quelques fois qu'il me soigne, mais ça me soulage et... Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Putain! Ah, la pauvre abeille qui est là. Oh, mais qu'est-ce que... Ok, mec, je te pique pas, qu'est-ce que tu fais? Il prend une abeille pour piquer les gens, quoi. On l'appelle The Stinger. Je suis un de ces patients... Félix Chanavas, retraité à la SNCF. Bah, il me fait ce qu'il veut, je crains pas trop. Il me fait ce qu'il veut. Écoute, choisis bien tes mots la prochaine fois, Félix. T'es filmé, là. Je sens pratiquement rien. Mais que soigne-t-on grâce à... Il est beau, il a un bon look. Salut, bonjour, c'est Henri. Et je te pique le dos, la colonne vertébrale. Ces piqûres. Oh, mais le rhumatisme, principalement, ça a été le départ. Attends, il a dit rhumatisme? Les rhumatismes, les contractures. Les rhumatismes, et bah, les rhumatismes, et tout, les déchirures musculaires. Puis, moi, je pense à peu près tout, oui. Je passe à peu près tout. Hein. Je suis pas sûr, mais dans le doute, je pique. Je prends une abeille. Pic, 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 pic. T'as mal à l'œil? Pic, 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 pic. T'as mal aux dents? Pic, 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 pic. Les gens diront... L'impuissance, ah oui, l'impuissance aussi. Pic, pic, pic. Ils se font piquer par des abeilles, c'est vrai. Ce qui est étonnant d'ailleurs, nous scientifiques, ce qu'on trouve étonnant, ce sont que des gens qui... Il a une belle tête, Maurice aussi. Il a une bonne tête, Maurice Ezaoui. Ce qu'on trouve étonnant, ce sont que des gens qui ne présentent pas d'inconvénients à ces piqûres d'abeilles. Hein? Parce que quand on se fait piquer par une abeille, il y a une injection dans le corps d'un produit qu'on appelle un antigène. Et il y a formation avec cet antigène, formation avec l'anticorps de l'organisme. Il y a un couple antigène-anticorps qui crée des conséquences. Ces conséquences qui peuvent être graves d'ailleurs. Ces gens-là n'ont pas... Ah putain, est-ce qu'il va l'entendre là, Henri, à la fin du sujet? Non mais attendez, il faut pas faire ça du tout. Mais du tout. La dernière chose à faire sur une plaie, c'est faire piquer une abeille. Ces conséquences. Explication scientifique, on n'en a pas. J'en ai pas tellement vu de gens qui se traitent vraiment. Ils croient, ils se soulagent, mais ça va pas plus. Hein. Je placerai ça comme un phénomène placebo. Il faut toutefois signaler que même s'il s'agissait d'une vraie thérapie,
Ce traitement pourrait être très dangereux pour les personnes allergiques aux piqûres d'abeilles. Vous l'avez entendu, attention donc si vous êtes allergique, à manier avec la plus grande précaution. Mais non, faut pas faire ça, évidemment. Non, mais ouais, faut pas faire ça. Sans blague, ouais. Non, mais si vous êtes allergique, un conseil, ne prenez pas. Je terminerai avec un sondage. Un Américain sur 50 prétend avoir été enlevé. Enlevé pas par n'importe qui, enlevé par des extraterrestres. Ah ouais, cache les images. Ah, ok, sans transition. Allez, bim. Les confessions sont prises très au sérieux outre-Atlantique. L'université de Miami a décidé de financer des recherches sur ces témoignages. Des centres spéciaux se sont ouverts pour accueillir ces personnes qui sont vraiment très paniquées, parfois même au bord de la dépression. Et une compagnie d'assurance a même lancé un nouveau contrat, un contrat d'assurance contre l'enlèvement par les extraterrestres. Ah, c'est si génial. vous êtes enlevé et que vous arrivez à le prouver, vous touchez quand même la coquette somme de 70 millions de francs. Pas mal, non? Bonsoir. À cette conclusion, même elle a dit non, franchement, de toutes les émissions, voilà, je l'assume le moins, ce sujet-là. C'est vraiment pour boucler. Là, il y a la déontologie qui s'est un peu... je suis journaliste, j'ai un diplôme de journalisme. Ah, la pauvre, elle a envie de mourir. Ah, la pauvre, je suis sûr que c'est un texte qu'elle a pas écrit, elle. Elle est dégoûtée. Attends, on va le remettre. Oh, Marielle, j'ai de la peine pour toi. Oh, Marielle. Vous touchez quand même la coquette somme de 70 millions de francs. Pas mal, non? Bonsoir. Ouais, en plus, si c'est des francs, si le taux de change il est avantageux, c'est la bonne affaire. 60 millions de francs, c'est énorme. Hein. C'est énorme. Là, il faut, là, il faut montrer les points de suture que t'as au fion parce que t'as pris une sonde... Ah, faut tout prouver, quoi. Hein. C'est... Bon, j'ai pris cet exemple-là, c'est South Park, bien sûr. Je me demande si quelqu'un a réussi un jour à faire craquer la compagnie d'assurance qui fait « Ah non, c'est vrai, effectivement, là, c'est irréfutable. c'est bel et bien les ovnis. » Voilà, c'est le moment du journal de mystère avec Marielle Fournier. Nous allons le feuilleter ensemble. Et puis après... une dernière démonstration, une dernière expérience avec Jean-Marie Laforgue. Vous verrez, vous n'êtes pas au bout de vos surprises, mesdames. Yes. Mais là, on voyage dans le temps. C'est Jean-Marie Laforgue, on l'a fait... Oh, mais c'est décousu. C'est un peu comme Tarantino. Ah, Jean-Marie Laforgue, hein, Bonk. Tout le monde s'en rappellera du Bonk, effectivement. D'abord, Marielle. Bonsoir. Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous. L'homme des cavernes avait-il conçu en son temps le spectacle, image et son? C'est ce que tentent à prouver en tout cas les études d'un Américain, Steven Weller, spécialiste de l'art figuratif dans les cavernes. Alors, qu'a-t-il démontré? Eh bien que les... Quoi, il tournait des films dans les cavernes? Attends, faut m'expliquer. Les animaux représentés à l'intérieur des cavernes n'étaient pas choisis par hasard, mais en fonction de l'acoustique des lieux. Alors, quand par exemple l'acoustique est bonne... Voilà, le personnage est dessiné de manière... On va zapper. Que le niveau sonore est élevé de l'ordre de 30 décibels dans des grottes profondes comme celle de Lascaux, eh bien les animaux sont gros. Ce sont des bisons, des taureaux ou des chevaux. Quand au contraire l'acoustique n'est pas très bonne, que le niveau sonore est inférieur à 7 décibels, les animaux sont plus petits comme des félins. Alors tout... Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, ouais, quand l'acoustique est bonne. Oui, mais du coup, tu fais des plus gros bisons, bien sûr. Écoutez, regardez les tags qui sont un peu partout disséminés en ville. Plus le tag est gros, ça veut dire que l'acoustique est plus est des 7 décibels. Tout ça pourquoi? Eh bien parce que l'homme des cavernes organisait déjà des spectacles. Il admirait ses fresques en tapant dans les mains ou en tapant sur des pierres, en tout cas en faisant du bruit, pour imiter le son des animaux et en fait pour sonoriser la caverne. C'était les prémices de la mise en scène et puis de l'audiovisuel. Je vous propose... Mais d'où tu sors ça, toi? Ah bah oui, il faisait ça. Voilà. Il tapait sur les bambous, il vendait des seaux de d'yeux de biche. C'était comme du popcorn, ils mangeaient leurs yeux de biche, comme ça, tout va bien. Maintenant de partir dans le... Il y avait des bandes annonces aussi, il y avait des hommes des cavernes qui passaient devant, qui faisaient... qui mimaient un dessin, qui disaient la semaine prochaine, vous allez voir le dessin de la biche. J'arrive pas à faire une biche, mais... Vous avez l'idée. Est-ce qu'il y avait des fresques en 3D? Ah ben là, c'est que je pense c'est quand il clouait carrément la bestiole sur le mur. Là, c'était le James Cameron de l'époque. Lui, il te prenait le bison, il te le clouait sur le mur, il fait là, voilà, là vous êtes... Ah
Ah, je vais faire 3-4 films. Dans le Haut-Var, précisément, où depuis 2 ans, des centaines de moutons ont été retrouvés morts, mutilés. Des quoi? Attendez, je remets, j'ai pas compris ce qu'elle a dit. Dans le Haut-Var, précisément, où depuis 2 ans, des centaines de moutons ont été retrouvés morts, mutilés. Comment, pourquoi, qui se cache derrière ces étranges mutilations? Ça reste une énigme, regardez. Les grands méchants loups? À quelques kilomètres des gorges du Verdon, dans le Haut-Var, depuis maintenant 2 ans, plus de 1000 moutons ont été retrouvés égorgés. Aucune des bêtes n'a été dévorée par son mystérieux prédateur. Les attaques ont commencé sur le camp militaire de Canjuers, qui occupe 35 000 hectares de la région. C'est pas moi, j'ai rien fait, monsieur le loup des bois. Ah, t'es sûr, hein? Monsieur le loup des bois. Non, bah là, c'est pas très les bois, c'est la Gary. C'est dans le Var. Le Var. Oh non, lui, il est revenu! Non, casse-toi! Monsieur Gilbert connard! Il va accuser les musulmans, ce connard, encore. Le conseil général, la préfecture... Non, tais-toi, va-t'en! Une pluie de plaintes est tombée sur le bureau de la gendarmerie. À ce jour... On l'a vu où, déjà? Je sais plus. Aucune explication n'a été apportée. Ce berger a perdu plus de la moitié de son troupeau, c'est-à-dire 150 moutons tués ou disparus. Ça fait peur, musique qui fait peur. Vengeance. Nous cherchons vengeance, mais... Moi j'ai des bergers, là, il a pas pu venir. Il est en train de coucher à côté de son troupeau, la nuit, il entend une clochette juste bouger. Attends, il couche avec son troupeau la nuit? Attends, Gilbert, t'as trop bu. Enfin, on te ramène. Là, tu vas nous foutre la honte. Il a l'air assaisonné, lui. Hein. Lui, il a l'air... Il a un pH acide. Hein. De son troupeau, la nuit, il entend une clochette juste bouger, il y va, la bête est déjà morte. Il voit rien. Donc ne me dites pas que c'est les chiens que c'est... Le prédateur se nourrit pas en plus. Le prédateur a fait que de tuer. Et il peut se faire qu'il y a une chose, en cache pas l'autre, qu'il y ait des lynx, des loups et peut-être des pumas. Et peut-être les pumas, attention, des loups, c'est un farandole. Pourtant, les militaires affirment au contraire avoir besoin des moutons. Bonjour, je suis militaire et j'ai besoin des moutons. Voilà. C'est tout. C'est tout ce que je voulais dire. Il s'agit de préserver l'équilibre de la végétation. Colonel Mounier, commandant du camp des Canjuers. Le camp est couvert sur à peu près 40% de sa surface de forêt, de bois. Il ne faudrait pas que cet équilibre soit rompu. C'est la musique de la mort, vous voici bien. Ah, j'ai pas reconnu. Mais bien joué à toi. Pourtant, je suis doux en général pour reconnaître les morceaux de musique. Mais là, bien joué. Le doudou des militaires sur les moutons, c'est chou. C'est ça. Alors, on fait des pulls, on fait des chandails de guerre. Et pour cela, l'existence de troupeaux de moutons nous permet de maintenir cet équilibre. D'ailleurs, les moutons entretiennent les 108 km de bandes coupe-feu qui encerclent le camp pour éviter les incendies que pourraient provoquer les tirs d'artillerie. Et puis à Canjuers, les militaires, eux aussi, ont... Ils sont pas en train de les pilonner, les moutons? Vous avez pas trop... comprends pas, les moutons, ils mangent pas la viande. Elle est explosée, et puis les gens, ils déposent une douille d'obus. S'agit-il d'une meute de chiens sauvages, d'un loup, d'un lynx, ou comme certains le murmurent, s'agit-il d'extraterrestres? Oh putain, oui! Oui! Merci Mystère, merci d'exister, putain. Pourquoi on va chercher des explications scientifiques alors qu'une soucoupe, c'est la capacité de faire guéri sur des moutons? On est plus assez près, bordel de merde. Ah, elle est mal cadrée. Marielle, qu'est-ce que tu veux me dire? Étrange mutilation, donc, bien qu'elle ne soit pas comparable à celles constatées aux États-Unis, des mutilations beaucoup plus suspectes et que l'on attribue là-bas avec sérieux aux extraterrestres. Oui, avec sérieux, cette phrase. Donc on attribue là-bas avec sérieux aux extraterrestres. On n'est pas là pour essayer de colporter des rumeurs un peu, voilà, et de se moquer des gens. Sans preuve, mais avec sérieux. Mais oui. Du nouveau maintenant sur le monstre du Loch Ness. Ah, ça nous avait manqué. Merci, on veut des nouvelles. Alors, que se passe-t-il? Baptisé Nessie depuis qu'on l'a vu pour la première fois à la fin du siècle. Rappelez-vous, hein, il est là. Salut, c'est Nessie. Bonjour les enfants. Alors,
Vous allez vous baigner dans le Loch Ness? Non, c'est sérieux, on se moque pas. Regardez ça. C'est comme elle a dit, comme les ovnis, c'est sérieux. Là, ce n'est pas une main d'un nageur écossais alcoolisé. C'est une créature qui a des milliers d'années et qui veut juste être là, dans son écosystème naturel. Voilà. Dernier en Écosse. Eh bien, il sait... non mais c'est pas possible. Quoi qu'il en soit, Loch Ness, monstre du Loch Ness ou pas, ça c'est pas menaçant. Ça c'est mignon. Ça t'as envie de faire guéri, justement. Guéri. Mais oui, mais ça c'est ma Siki Nessie. Mais c'est toi Nessie, oh, oui. J'irai probablement, mais c'est à mettre encore au conditionnel. Voilà, en tout petit comme ça, au milieu de l'écran, est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous voyez ça? C'est un peu les dents de la mer, quoi. Là, vous avez plus envie de vous baigner de votre vie. D'un esturgeon de la mer Baltique. Et oui, c'est en tout cas l'animal... Oh, la déception. On passe d'un espèce de dinosaure à un esturgeon, quoi. Après, esturgeon, on peut bouffer ses œufs. Et là, un petit caviar de Nessie à Noël, là, vous en faites des heureux, hein, je peux vous le dire. L'esturgeon peut mesurer 3 mètres, peser 200 kilos. Il a aussi un petit air de famille avec un reptile. Mais pas du tout. Enfin... Attendez, non, désolé. Mardi Mystère Investigation est sur la brèche. Ça, c'est le monstre du Loch Ness? Mais du coup, c'est pas... du coup, la main qu'on a vue... Enfin, la main, non, ce n'est pas une main. Ce qu'on a vu, là, c'est pas ça du tout. Ça fait moins rêver. L'esturgeon du Loch Ness, attention. Il est capable de remonter le courant de la rivière pour venir se reproduire dans le lac. Donc, l'hypothèse est prise très au sérieux. C'est plus probable un ovni, ouais. Ça serait bien qu'elle conclue là-dessus. Mais oui, mais voilà. Un esturgeon peut-être. Mais les scientifiques ont conclu plus raisonnablement que c'était un ovni. Enfin, pour terminer, puisque nous sommes à quelques jours de la... Fumer trop d'aubergines, effectivement. Saint-Valentin, permettez-moi de vous parler d'amour, ou plutôt d'amoureux ô combien exubérants que sont les pigeons. Ah, là c'est cool, on va voyager. Jean-Marie Laforgue qui nage les yeux bandés. Figurez-vous que leur roucoulement n'a plus aucun secret pour nous. C'était un rang. On pensait que le roucoulement de madame permettait de séduire monsieur Pigeon, ou bien en tout cas qu'il permettait de manifester un certain plaisir. Eh bien non, il peut davantage puisque le roucoulement provoque véritablement l'ovulation. C'est ce que vient de démontrer une biologiste américaine. Alors comment? Eh bien, elle a privé le pigeon de roucoulement en sectionnant le système physiologique qui lui permet de roucouler. Ah, et que s'est-il passé en présence d'un mâle? Pas d'ovulation. En revanche, en retirant le mâle, mais en faisant entendre à madame Pigeon ses propres roucoulements, l'ovulation a repris immédiatement. Vous voyez... Ça veut dire qu'il y a un scientifique qui fait, il fait ovuler des pigeons. Il passe derrière les cages, il fait. Je vais te faire ovuler, moi, tu vois. Je voulais pas le savoir. Marielle, je voulais pas le savoir, ça. Et que le chant d'amour est moins romantique, mais en tout cas plus efficace. Bonsoir. Oh non, merde. Qu'est-ce qu'elle a dit à la fin? C'est quoi la conclusion? Bah, c'était peut-être des ovnis. Ou alors le recoulement viendrait peut-être des aliens. Est-ce qu'on met l'OVNI? Attends, la révolutionnaire, on va mettre ça. L'une des questions fondamentales que se pose l'homme depuis des siècles. L'un des plus grands mystères de la création. Y a-t-il quelque chose après la mort? Voilà, donc là on part sur... attention. Des milliards de gens le croient de par le monde. Pour certains, la mort est une fin. Pour d'autres, l'âme survit au corps, et pour d'autres encore, l'âme s'incarne de corps en corps, jusqu'à ce qu'elle ait atteint la pureté et la sagesse. Ouais, ça va être bien, ça sent le bon épisode, ouais. Je sais pas pourquoi je voulais esquiver la réincarnation, mais... C'est le mystère de la réincarnation. Est-il donc possible que nous ayons déjà vécu? Arrêtez de chanter, il y en a qui sont morts, là! Il est certain qu'en Occident, nous voulons essayer de tout prouver et nous essayons de comprendre et de prouver si la réincarnation existe, si la survie existe. Comment tu prouves ça, Marie? Pardon. Excuse-moi, Marie, j'avais ma Google XLR activée. Pascal Lafargue, elle, est persuadée que nous avons des vies antérieures. Elle en est persuadée car elle a vécu une aventure étrange. Et cette aventure est pour elle une preuve que la réincarnation existe. Yes. Pascal a depuis l'enfance des dons de voyance très prononcés. Mais elle n'en a pas fait son métier. C'est dommage. Il y avait un créneau à prendre. Il y avait un billet à se faire. David Lafarge, oh putain, merde. Oui, j'étais un Pokémon, je crois que oui. J'étais un psychoquack. Dans une autre vie, j'étais un psychoquack.
Elle est Mais voilà, attends, petite parenthèse, avant que ça va bourrer les vies intérieures. À chaque fois, tu regarderas chez toi. Chaque fois qu'il y a des gens qui ont c'est des vies intérieures, machin, c'est toujours des gens connus, des personnalités importantes. Tu sais, c'est pas le troufion qui ramassait le purin de Louis XIV ou quoi. Non, moi j'étais Robespierre, moi. Moi je suis la réincarnation de Louis XIV. Oui, bien sûr, c'était moi. Tu sais, c'est jamais un clampin de merde qui mord comme un con en plus, tu vois, qui a glissé sur un crottin de cheval et qui a fini handicapé ou quoi. Non, c'est toujours. Bah, j'étais là. Au serment du jeu de pommes, j'étais dans la pièce. Si, j'ai assisté à un grand moment de l'histoire, j'étais là. Tout a commencé le 8 mars 1988. Pascal avait alors 28 ans. Et c'est après une journée de travail qu'elle a décidé, certains de ses collègues, à tenter avec elle une curieuse expérience. Pascal veut essayer de voir dans les vies antérieures de l'un d'entre eux. La plus sceptique du groupe, c'est Anne-Marie. Putain, ils sont dans une pub ricorée, quoi. C'est pas possible, le gars. Tout est blanc. Le jus d'orange, il est à peine touché. Le mec, il a une moustache impeccable. Ils sont déjà morts. Ouais, mais en fait, ils sont tous déjà... Bah alors, t'étais quoi dans une autre vie? Ouais, c'est le paradis, en fait. Putain, le paradis, c'est... on boit de la ricorée. On boit de la chicorée. Ou alors c'est peut-être l'enfer en fait, si t'aimes le café ou le chocolat, c'est... Ok, on prend un petit déj, vous voulez quoi? De la ricorée? Non! Je suis mort! T'as cru quoi? T'allais boire un bon café ou un bon chocolat? Non, de la ricorée. Hein? Et à midi, on mange des blettes. Ça m'intéressait et la manière dont elle Anne-Marie Leblanc, ah ben là, hôtesse de l'air, ok. en parlait m'a poussé à en savoir peut-être un peu plus, tout en étant très critique et en y croyant... Disons, je n'y croyais que, disons, 2%. 2%, elle a bien quantifié son croyage. Hein. Moi, j'y crois à 2%. 2%, 3. Allez, je te fais une réduc. La sœur de Matt, ouais, exactement. Il y a beaucoup de Marie aussi. Je pense qu'il faudrait faire un top tier des prénoms mystérieux, mais Michel... Marie est pas loin derrière Michel. Hein. Mais là, c'est pas possible, ils sont morts, là. Là, le chef-op, il a dit, non, mais plus de blanc, c'est tout blanc. Tout, les chaises, voilà, des lumières diffusées. Et Pascal va commencer la séance. Elle va essayer de se concentrer sur Anne-Marie. On va se concentrer donc tous sur Anne-Marie. Voilà, vous allez... Il lui saute dessus. Allez, wouh! Posez-vous aussi également, tous, hein. Et on fait le vide pendant quelques secondes et on se concentre. Autour de la table, avec Pascal et Anne-Marie, il y a Louisa et Jean-Paul. Ah, la stache qu'il a, lui, il est parfait. Bonjour, je m'appelle Maurice Cabrel. Je suis le fils de Francis. Oh, petite Marie. Ah putain, il y a des Maries. Oh, Marie. Prendre stache. Attention, je veux savoir si j'étais un chanteur, si j'étais Elvis dans une vie antérieure. Il y a Louisa et Jean-Paul. L'intérêt, c'est d'essayer de démontrer, pas scientifiquement, puisque... Putain, lui aussi la stache, pardon. Excusez-moi. Mais c'est quoi ce club des moustachus anonymes? Jean-Paul Lyonnais, Stewart. Vous pouvez voir, vous pouvez peut-être vérifier, et ça le plus près possible, quoi. Anne-Marie n'y croyant pas, c'était un très bon sujet, puisqu'au départ, elle n'allait pas dire amen à tout ce que nous lui disions. On va se lâcher les mains maintenant, hein. Je vais me concentrer. Le contact est pris. Ah d'accord, faut toucher, faut allumer le contact. Pascal va maintenant se concentrer seul. Allez, Louisa Pascal. et Jean-Paul sont prêts à noter tout ce qu'elle va dire au cours de sa voyance. Et Anne-Marie ne peut s'empêcher d'avoir un peu peur. C'est alors que Pascal va les faire basculer dans le passé. Je suis dans une rue pavée, montante. On me donne deux noms. Bourré, Labouré. Bourré, labouré. Bourré, labouré, bourré. Ah non, mais tout le monde chante une chanson paillarde en fait. On prend les paris, c'est qui? Donc c'est une femme. Ou alors ça peut être un homme aussi dans une vie intérieure. Ça marche aussi. Est-ce que c'est Robespierre? Est-ce que ça peut être qui comme femme connue? Est-ce que c'est Marie Curie? Est-ce que... Vous votez pour quoi? Pablo Escobar. Jeanne d'Arc, c'est pas mal. Marie-Antoinette, c'est pas mal aussi. Et Cléopâtre, ça serait génial. Oui, mais c'est Cléopâtre qui achète des pains au chocolat à Paris. Je relance. Mais Marie-Antoinette, ça a l'air pas mal. Le gros JDG. Quand la séance a commencé, La Dame Blanche. c'était un petit peu flou au départ. Ah, c'était un chien, oui, c'est au ras du sol. Et ça devenait de plus en plus précis. À partir du moment où je commence à me ressentir dans l'époque où je mène cette recherche, C'est peut-être un animal, c'est vrai qu'on est parti direct sur... j'ai l'impression de faire partie du décor. C'est-à-dire qu'on ne me voit pas, mais je suis là. Je suis spectateur. Je vois les gens bouger, je vois la scène. En fait, c'est juste... J'étais un lampadaire, t'imagines le truc nul à chier? Pascal voit aussi une femme dans une boutique. Comme sur Google Maps, je peux tourner la tête, je vois toute la rue.
Trinity, fais-moi revenir. Dans cette boutique, je vois une femme. Cette femme est grande. Elle a un chignon, elle porte un chignon, elle s'appelle Marie. Elle porte un coiffu. Elle s'appelle Marie. Tout le monde s'appelle Marie. Ça y est, on est dans... c'est le mystère. C'est le Marieverse. Ok, tout le monde s'appelle Marie. Tu peux nous parler un peu plus en profondeur, petite Marie? Parle-moi de cette petite Marie. Est-ce que c'est la genèse de la chanson, en fait? Est-ce que c'est à partir de là qu'il a écrit C'est un peu Borat aussi, effectivement. Cette femme, s'agit-il d'une des vies antérieures d'Anne-Marie? Je vois un homme. Est-ce que tu peux nous décrire? Could you describe the woman? Non, ça c'est horrible, je vais arrêter de faire ça. Le visage rond. Jack l'Éventreur. Rédacteur en chef, rédacteur d'un journal. Ah non, on est en France. Cet homme a des documents sur lui. Je vois que l'on tente de l'assassiner. 2 hommes arrivent derrière lui. Attention. Ils veulent prendre ses documents qu'il porte à l'intérieur dans sa veste. Marie de sa boutique assiste à la scène. Elle va se transformer. Elle sort. C'est Wonder Woman. Elle va chercher l'homme. Oui, Michel Chapeau, ouais, Michel Chapeau. Marie de sa boutique. C'était sidérant. En fin de compte, ce qui avait sidéré, je pense, mes amis à ce moment-là, c'était cette profusion de détails, de lieux, d'endroits, de détails. Alors ça, d'ailleurs, mes amis m'ont demandé, mais comment tu fais, d'où tu sors tout ça, en fait? Mais je les vois, je les entends. T'es vraiment forte. Je sais pas comment tu fais, tu devrais écrire des livres, à force de raconter des bêtises comme ça, des aventures du temps passé. Pascal voit que Marie a participé à la Révolution de 1848. Bien sûr. C'est en hommage aux révolutionnaires qui sont morts en 1789 qu'elle arbore le bonnet phrygien pour mener son combat. Je la vois un peu jouer un rôle ambigu. Les Misérables. De son comportement. Quelqu'un qui... C'était Marianne depuis le début, en fait. Putain de merde. Marie, c'est la laitière. Mais ouais, c'est ça. Mais ouais. Connaît des gens très haut placés au gouvernement. On me donne un Marie-François, Marie-Francis. Marie-Françoise. Marie-Chantal. Je ne saurais pas en dire plus sur ce nom, c'est très flou. Et en même temps, je la vois cacher des gens du peuple, des gens en situation illégale, des proscrits. Ouais, voilà, évidemment. Putain, elle cachait des gens. Elle était trop forte. Oui, en fait, je pense que j'étais un héros de guerre. Je voulais... je sais pas, hein. C'est un Hidalgo, ouais, c'est ça. Marianne Hidalgo. Tout à fait. Je vois un livre épais, de couleur rouge. Ouais, t'es pas la personne qui a dénoncé des juifs sur le palier, non, j'ai caché des gens. Je crois qu'à un moment, oui, je pense que j'ai gagné la guerre. Pascal m'avait donné suffisamment de détails, de lieux, descriptions de bâtiments. Je suis sûr qu'elle avait vu un film, elle a vu le téléfilm Les Misérables à la télé. C'est sûr que c'est ça. Ça serait trop bien qu'après elle décrive une pub de la laitière. Et puis là j'arrive, je commence à prendre un pot plein de lait, je le verse, et puis là je mélange, et puis là je sors du four des gâteaux, et il y a les enfants qui rentrent, ils les mangent. C'était complètement fou. Une fois la séance terminée, le premier réflexe est évidemment de demander à Anne-Marie. Ah, une petite ricorée tout le monde. Oh non. Allez, une petite chicorée, allez. Écoute, le seul truc auquel je pense, c'est que dans mon quartier, effectivement, il y a une rue Bourret, mais je sais pas si ça peut servir, ça. Une rue Bourret? Oui. Tu sais, c'est le nom que tu avais cité. Mais oui, c'est le nom que j'ai cité au début de la voyance. Waouh. C'est pour ça que je te le dis, mais je sais pas s'il y a un rapport. Bien sûr, c'est une piste. Là, je me suis dit, mais c'est... Ça joue bien, hein. Là c'est... Attention, là c'est Babylone, quoi. Là c'est... On y va. Mais si, mais bien sûr, ils sont dans une pub, hein. Et t'as essayé de nettoyer? Mais oui, mais dans la rue. Mais j'utilise Ariel. Ah bon? Bah oui. Mais oui, c'est le nom que j'ai cité au début de la voyance. Mais oui, c'est le nom que j'ai cité. Mais alors? Et ça lave même le blanc avec les couleurs, ok. Jean-Paul n'a pas pu se rendre au rendez-vous. Ce plan, il est génial. Ouais, non, mais c'est écoutez, c'est les escape games de l'époque. Faut bien s'amuser le week-end. Dès le lendemain, les 3 jeunes femmes se précipitent rue Bourret, qui, renseignement pris, se trouve dans le 19e arrondissement à Paris. Elles espèrent bien y trouver la fameuse boutique. Ça serait bien qu'ils trouvent le mec en costume avec les papiers par terre et son chapeau qui est là. Oh, je viens de me faire agresser par des gens. Au secours. Pourtant, une chose concorde. La rue est pavée et montante. C'est la rue de la maison qui saigne. Marie, regarde la boutique.
Allez, la boutique, c'est au passé retrouvé. Oh là là, mais ça tombe bien alors, bien joué. Et tandis qu'Anne-Marie se renseigne sur les livres concernant la Révolution de 48, Pascal et Louisa commencent à chercher fébrilement le fameux livre rouge. Il n'était pas évident au départ dans cette boutique que nous allions trouver ce livre. Là, notamment, il y en avait des tas dans tous les sens, à droite, à gauche, en haut, sur des étagères. Il y en Non, c'est un J.K. Rowling, remets-le. avait vraiment partout. Oh, on rigole. Et au bout d'1 heure et demie de recherche, alors que les trois amis s'apprêtent à abandonner, Louisa fait une étrange découverte. Je crois que j'ai trouvé quelque chose. La Bible. Tiens, viens voir. Viens voir. Elle est là, Viens voir. C'est super, Marie-Chantal. Elle a fait un beau truc, là, c'est autonomie pensée. Viens voir. Tiens, viens voir. Viens voir. Viens voir. Viens voir. Désolé, c'est pas bien de se moquer de... Mais c'est rigolo. Mais qu'est-ce qu'elle a trouvé? Là, t'es un révolutionnaire. Elle montre à Pascal. T'es un révolutionnaire. Elle est très distinguée. Désolé. Le livre est rouge. C'est un livre d'histoire. Et le prénom de l'auteur est Marie. Pascal va alors voir se confirmer dans l'histoire de France tous les détails de sa voyance. Au fil des pages, elle reconnaît le portrait de l'homme qui se faisait attaquer dans sa voyance. Il s'agit de Louis Blanc. Il est en effet rédacteur en chef d'un journal et le livre ajoute précisément qu'un soir, il fut assailli alors qu'il se rendait à son domicile. Il est dit plus loin que Louis Blanc avait comme ami Marie-François Sadi-Carnot, haut personnage du gouvernement. C'est encore un blanc, le blanc, Louis Blanc. Dans sa voyance, Pascal avait capté le prénom Marie-François. On savait qu'on allait trouver quelque chose, qu'on allait trouver un document. Louisa Gambaretto. Gambaretto. Je veux dire, c'était presque, je dirais pas un soulagement, mais on se dit, ça y est, l'aventure continue parce que ça y est, on a trouvé le fil conducteur. Le livre mentionne que Louis Blanc est enterré au Père-Lachaise. Encore du blanc, ouais, c'est rouge sur blanc, tout fout le camp, là. La petite équipe décide de s'y rendre. Cette fois, Jean-Paul est au rendez-vous. Et C'est vrai qu'ils sont tous hôtesses de l'air, machin, steward. Tu sens quoi, ils ont respiré un peu trop d'oxygène tous, là. Claude, le mari de Pascal, s'est joint à eux. Pascal essaie tout d'abord de visualiser la tombe. Avec une stèle en hauteur. Ils ont que ça à foutre, hein. Tu sens que... Ils se font chier dans leur grande résidence. Alors l'autre, en plus, il a vraiment... C'est le RPR, quoi. Ah ouais, le polo sur la chemise. Ça vote à droite, ça. Ça vote très à droite. Essaie tout d'abord de visualiser la tombe. Avec une stèle en hauteur. Ils vont la déterrer ou pas? Est-ce que c'est bien toi, Marie? Parle-moi, Marie! Pascal a vu que Marie était enterrée avec Louis Blanc, car après qu'elle... Mais elle devrait travailler au cimetière, c'est pratique quand tu cherches des ancêtres et tout, ou sur ancestors.com. Les sauvés de ses agresseurs, ils ne se sont plus quittés. Pressés de vérifier, ils s'engagent dans les allées du cimetière. Mais le Père-Lachaise est un vrai labyrinthe, et malgré le plan, ils ont du mal à trouver la tombe. Mais un événement très... Oh! Attention, quelque chose vient de tomber. Étrange va soudain les alerter. J'ai mal à la tête là. Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai mal à la tête. Attends. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ah, des pommes volantes. Oh non, ça va pas recommencer. Comme ça? Pas du tout. J'ai eu des maux de tête absolument très forts et très persistants. J'ai pas du tout relié ces problèmes physiques. Elle va gerber, hein. À l'expérience qu'on faisait. Pour moi, c'était... est-ce qu'il faisait trop chaud ce jour-là? Ou est-ce que j'étais fatiguée ce jour-là? Ou c'est le 5e Ricard d'affilée. Et en effet, quelques mètres plus loin... Venez voir, j'ai trouvé la tombe. Ah ouais, du coup, c'est elle-même, si c'est une réincarnation. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de fantôme. Du coup, elle dérange qui? Enfin, du coup, il se passe quoi? C'est genre, Marty, il faut pas que tu tombes nez à nez avec ton corps de... Elle va fusionner avec le squelette? Je sais pas, je comprends. Regardez, c'est exactement comme je l'avais décrypté tout à l'heure. Pour moi, c'était la preuve, mais évidente, que la réincarnation existe. Et je me suis dit, ça laisse trop de questions, trop de choses, si vous voulez, qui se concrétisaient. Toutes les pièces du pulse, comme ça, s'emboîtaient les unes aux autres. Il y avait trop... Elle va devenir Louis Blanc, ouais. Trop de preuves, trop de choses qui coïncidaient, qui collaient. Si vous voulez, je crois que je n'aurais pas mené une recherche comme ça, avec tant de détails, tant de précision. Je pense que peut-être j'aurais abandonné l'idée, ou je n'y aurais pas cru. Mais là, c'était trop de choses qui correspondaient.
Je vois trop le gardien du cimetière. Bon, les bourgeois, vous avez fini vos conneries. On va fermer le cimetière. Hein, si ce serait temps d'entrer chez vous. Hein. Trouvez un job. Hein. Tout le monde est stupéfait. Anne-Marie est bouleversée. Tous les détails énoncés par Pascal dans sa voyance ont été vérifiés. Et la preuve est là, devant eux. Est-il possible qu'elle, Anne-Marie Blanc, ait été cette révolutionnaire qui s'appelait Marie? Peut-on avoir une certitude de ce phénomène de la réincarnation? Je pense que c'est toujours une question de croyance. C'est certain qu'il y a des millions, même des milliards de personnes qui croient actuellement dans ce phénomène de Quelle intrigue, c'est fou. Mais c'est toujours une affaire de croyance. Est-il possible qu'Anne-Marie soit ivre? Savoir si on pourra un jour le prouver... Je me dégoûte, j'étais de gauche. Mais ouais, c'est trop ça, c'est... Ah ouais, mais je pense qu'ils ont foutu le feu au caveau, histoire pour faire disparaître les preuves. Des milliards de gens sur notre planète croient en la réincarnation. Cette croyance est à la base de toutes les religions. Ça, c'est une belle image voilà, qui symbolise bien l'épisode, le facepalm de l'au-delà. Orientales et en Occident, l'idée fait son chemin. Surtout depuis les écrits d'un grand médium du 19e siècle, Allan Kardec, dont la tombe au Père-Lachaise porte l'inscription « Naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse. Telle est la loi ». Telle est la punchline aussi du film Edge of Tomorrow. Vivre, mourir, revenir. Pardon. Chacun de nous fait-il vraiment l'expérience de plusieurs vies au fil des temps? Attends, qu'est-ce qu'il dit? Naître, mourir, renaître et progresser sans cesse. Telle est la loi. Ouais, c'est un peu Elden Ring, ouais. Remourir, renaître, remourir, renaître. Oh la vache, c'est chiant, je vous jure. C'est ça la fin de la citation. La réincarnation touche à l'essence même du mystère de la vie. Difficile en tout cas. Waouh, ça coupe direct, calmez-vous. Ah non, difficile en tout cas, effectivement. Mais je pensais qu'ils allaient nous vendre un peu du rêve, un peu du Marie-Antoinette, des trucs comme ça. C'est les ovnis, ouais, ça aurait dû finir comme ça. Enfin, normalement, la conclusion, c'est les ovnis à chaque fois. Hein. C'est en 1957, en Norvège, que 4 hommes de l'armée de l'air ont fait une étrange rencontre. Cette nuit-là, une froide nuit d'automne... La syphilis. Ils devaient décoller de l'aéroport de Verne, situé à 500 km d'Oslo, pour effectuer un vol de routine à bord d'un C-47 Dakota. Ce voyage restera à jamais gravé dans leur mémoire. Je pense qu'il y a toutes sortes de choses, effectivement. Patrick Baudry, astronaute. Qui circulent dans les airs ou même dans l'espace et qu'on ne peut pas encore identifier. Alors l'existence des ovnis au sens extraterrestre, ça oui, ça j'y crois sincèrement. À minuit 20, Jacob Lindo, c'est un astronaute qui le dit. Oh mais c'est la musique d'E.T. là. Donne le signal du départ. Il est assisté de Björn Wolf. Ah, il paraît pour décollage. Mais ouais, c'est E.T. sur 20, du coup, je suis joyeux, on est content. Allez, vas-y, envole-toi, petit avion. L'avion doit monter à 9000 pieds pour adopter sa vitesse de croisière. Le vol ne présente aucune difficulté. Putain, c'est Poutine. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est Poutine. Poutine a ramené E.T. à la maison. E.T. restait trop longtemps. Il faut ramener E.T. dans l'espace. Sinon, balle dans la tête à Haïti. Le vol ne... C'est lui. On est d'accord. Rechetez le formation. C'est Poutine. Ne présente aucune difficulté particulière. Allez hop. Oh là là, comme il met son casque de manière précieuse. Allez hop. C'est parti pour l'invasion de l'Ukraine. Allez. Non, c'était Olaf Vola. Pardon. Désolé. Navigateur, armée de l'air norvégienne. Oh là là, je confonds les nations. Oh là 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 là. Un petit oula. Un petit oula. C'était un vol tout à fait normal. Ouais. À quelle altitude en vola? Non, attends. Non, la conjugaison est pas bonne. Ah, je suis désolé, monsieur Olaf. Je voulais faire une blague avec votre nom de famille, mais ça vous arrive de voler, monsieur Vola? Nous allions du nord de la Norvège jusqu'à Oslo. C'est vrai qu'il a un petit air d'Anthony Hopkins, effectivement, ouais. Nous devions atterrir sur tous les petits aéroports. Il est intense, il regarde comme ça. Ouh, une omelette et voilà.
étions un peu en retard, il était plus de minuit quand nous avons quitté l'aéroport de Vers. C'est la musique de E.T. qui revient. Nanana, allez. Pression atmosphérique normale. Ah oui, non, il ressemble à Asselineau, mais oui, de ouf. De ouf. Mais ont commencé et que nous avons fait cette mystérieuse rencontre. Soudain, le navigateur aperçoit une étrange lueur qui semble s'approcher du Dakota. Ah, du Dakota. D'accord, les ovnis, ça y est, yes. C'est vrai, il est généreux cet épisode, c'est bien. Donnez-nous les ovnis. Ah, c'est bon ça. Olaf le signale au pilote, mais celui-ci ne voit rien et ordonne au navigateur de rester vigilant. En pilote chevronné, il a l'habitude des illusions d'optique provoquées par les étoiles et les Here comes the Geary. météorites. Même altitude, il le rattrape. Le pilote ne distingue toujours rien. Tu n'as pas vu la lune ou Vénus? Négatif. La lune est à 5 heures plus haute. Oui, mais la... Il ne peut y avoir de doute. La nuit est claire. La lune se déplace pas non plus. La visibilité est bonne et il peut estimer l'altitude de cette lumière à 9000 pieds, comme le Dakota. Elle semble d'ailleurs venir droit sur eux. Maintenant, le pilote et son coéquipier distinguent eux aussi la boule de lumière. Connard, appelle Vernès pour savoir s'ils ont un trafic à nous signaler. Vernès Tour de Dakota Victor 5. Lumière à 9h, demandons confirmation. Ah, c'est cool, c'est une reproduction française en tout cas. Ça, c'est beau, ça cocorico. Et ça sera pas censuré, ça, c'est beau. J'espère. Négatif, aucun trafic annoncé. J'appelle Tronem Control pour vérifier. Restez sur ma fréquence. Le radar de la tour de contrôle n'enregistre Il parle très bien français sur norvégien de ouf, hein. aucun autre écho que celui du Dakota. Oh Commandant, il vient vers nous. Il nous fonce dessus. Et bougez, bande de cons! Les cochons, mon dieu, les extraterrestres! J'en sais rien. Va voir de l'autre côté. La lumière a disparu. Ils se demandent tous ce que cet objet pouvait bien être. Ça ne ressemblait absolument pas à un avion. On se croirait dans OSC 117 là, avec la maquette qui vole, hein, c'est magnifique. Hommage au film des années 50, 50-60. Le pilote commande à l'opérateur radio de signaler le mystérieux phénomène lumineux à la tour de contrôle. Et demande-leur s'ils ont vu quelque chose sur le radar. Vernès Tour de... Et commande une pizza aussi. Olaf indique la position précise de l'avion. Tout semble normal maintenant. Et pourtant... 0 Zulu, estimons Y à 3,7. Putain, je pensais qu'il y avait quelqu'un qui allait arriver derrière. Je suis là, coucou! Commandant, regardez, c'est incroyable. Il joue bien, il joue bien. C'est des sirènes ou pas? Oh. Bienvenue sur l'île du plaisir, beau guerrier. Tu veux du sanglier, mon beau guerrier? Ah oui. Tiens, connard, regardez. Incroyable. Incroyable. T'as la musique. Waouh, c'est un ovni qui copule avec un vaisseau, avec un avion. Du jamais vu. Vous allez à Montpellier? Que se passe-t-il? Vous allez à Les Montpellier Catalans ou n'ont pas? jamais rien vu de semblable. C'est vrai que c'est la Dame Blanche, ouais. C'est... Attention aux nuages! Puis, la mystérieuse lumière se déplace vers l'arrière de l'avion et continue de le suivre. Oh putain, Pendant cette image. Ah, c'est les ovnis. Putain, c'est des pirates de l'espace. Ils vont passer à l'abordage. Tonnerre de Brest, nous allons aborder votre navire! C'est visuel. Oh pardon, excusez-moi, j'étais en mode alien. Vernès, cette fois-ci, tu devrais l'avoir au radar. Vernès Tour de Dakota Victor 5, vous n'avez toujours rien au radar? Négatif. Pour moi, vous êtes seul. Terminé. Il est trop près de nous. Nos échos doivent se confondre. Et je veux bien lui, copain.
Monsieur, vous avez pris une cigarette? Monsieur, c'est Baboulinet. Il effectue un piqué. La descente est brutale et dangereuse. Putain, mais c'est fou. Les têtes. Mais c'est magnifique. Monsieur, c'est Space Baboulinet. Montrez une cigarette. On est à 172, commandant. Mais l'objet les poursuit et reste exactement dans... Ah putain, attendez, je veux remettre ce plan. Je pense que là, ils ont tout donné. Là, attention, la télé française. Prends garde à toi, Last of Us. Prends garde à toi, Game of Thrones. Mais l'objet les poursuit et reste exactement dans le sillage du Dakota. 4500. Limite rupture. Reviens. Oui, je fais du tam-tam dans l'espace. C'est pour t'impressionner. On vient que celui-là, on va le ramener à la maison. Je sais pas s'il y a un pilote à l'intérieur, mais en tout cas, c'est voleur pas trop serré. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est vrai que voilà, on se moque à chaque fois des ovnis parce qu'ils finissent tout le temps crachés sur Terre. Mais lui, GG, hein. Lui, pilote, il te fait... pour moi, c'est le Tom Cruise des aliens. Hein. Avec une torche électrique, l'opérateur radio tente d'envoyer un message en morse dans la direction de l'objet. Arrêtez! Bip bip, c'est pas cool, arrêtez! On voit rien, baissez-vous plein phare, hein. Mettez-vous en feu de croisement. Mais on voit rien, la lumière qu'il y a, qu'est-ce qu'il va faire de la lumière avec sa petite connerie? En tous les cas, il a pas l'air de connaître le morse. Ah, cette punchline! En tout cas, il a pas l'air de connaître le morse! Serait-il en train de réagir au message que Gunnar vient de lui envoyer? Gunnar! On tourne l'avion par l'arrière. Il est passé de l'autre côté. Il est à 4 heures. Eh monsieur! C'est Baboulinet! Monsieur! De justesse, le pilote a viré pour éviter l'objet. Mais c'est complètement fou ce qu'ils sont en train de vivre là, c'est magnifique. On aurait pu sûrement distinguer son aspect métallique. Ah, il a tapé sur un truc. Ils sont mignons. Et l'engin commence alors un étrange manège. Il passe alternativement de la droite à la gauche de l'appareil, comme s'il voulait observer ce qui se passe à l'intérieur du Dakota. Et vous faites quoi? Vous faites quoi? Vous faites quoi dedans? Les pilotes professionnels. Là, ça fait des doigts d'honneur et après ça fait moins les malins, hein, salaud. La rencontre du troisième trip, ouais, complètement. De ce type ont été signalés. Certains des objets décrits viennent certainement de notre planète. Les autres émaneraient-ils d'une intelligence supérieure qui tente de nous observer? Putain. Marqué dans Mystère, on est... Oula, dans Mystère, on dit beaucoup de la merde, mais ce soir, je vous jure, promis. Mais ouais, il y a une course-poursuite avec un avion et il y a un ovni. C'était très beau.